Voilà, donc on va commencer une énigme, là, savoir est-ce que la Terre tourne ou ne tourne pas. Hein. Quand on regarde l'image de fond ici, qui est une image du ciel faite il n'y a pas très longtemps à Antifer, donc qui représente des trajectoires, des morceaux de trajectoire des étoiles relativement à la Terre, on peut avoir l'impression que ce sont bien les étoiles qui tournent par rapport à nous. Hein, on remarque que l'étoile polaire est en haut, là-bas, hein, donc qui est le centre des trajectoires relatives, ici, là, ici. Alors, donc, le cadre de projet, donc il y a un projet qui est en cours, comme l'a dit Damien ici, donc il s'agit de réaliser, de se réapproprier l'expérience de Léon Foucault de 1851 au Panthéon. Et pour cela, on va installer un pendule en octobre prochain dans la bibliothèque. Donc une première phase dite événementielle où le pendule va être dans cette zone-là, ici, sur toute la hauteur, ici, qui fait une vingtaine de mètres. Et donc ce projet événementiel est labellisé par le GIP, le Havre 2017. Donc il est au programme de Un été au Havre 2017, par exemple, si vous allez voir. Et puis il va rester là à peu près 2 mois. Et puis en décembre-janvier, on va le déménager de une dizaine de mètres pour le placer dans l'escalier spirale, où là il sera installé de façon pérenne. Voilà. Donc la spécificité du pendule, les caractéristiques, c'est donc une longueur de 20 mètres. Plus c'est long et mieux c'est. Voilà. Voilà ce qu'il faut retenir, en fait. Au Panthéon, il fait 67 mètres. Aux Arts et Métiers, au Musée des Arts et Métiers, il fait 18 mètres. Donc ça donne une période d'oscillation de 9 secondes. Donc c'est quelque chose de relativement lent. Et une spécificité aussi du projet, de ce pendule, de cette installation, c'est que cette installation sera instrumentée. Le pendule sera instrumenté. Il y aura des capteurs qui permettront de repérer la position de la boule dans l'espace au cours du temps, avec des données qui seront accessibles en ligne par n'importe qui, grand public, mais aussi public scolaire et équipe enseignante pour réaliser en quelque sorte des TP à distance, en ayant accès à toutes les données brutes des capteurs. Donc, ils vont repérer la position du mouvement, du pendule. Enfin, la position du pendule. Un autre trait essentiel du projet, c'est que c'est un projet collaboratif au sein de l'université. Il y a beaucoup de gens au niveau de l'université qui travaillent, plusieurs laboratoires, plusieurs départements d'IUT, des services communs, la communication, services culturels, etc. Donc, c'est un projet qui réunit beaucoup d'acteurs au sein de l'université. Et c'était une volonté de notre part, ça. Alors, la question dont je parlais, qu'est-ce qui tourne, le Soleil ou la Terre? C'est une question qui peut comme ça paraître évidente et tout. En fait, c'est pas du tout évident cette question-là, parce qu'on peut dire que les deux sont vrais. Dire que la Terre tourne ou que c'est le Soleil qui tourne autour de la Terre, finalement, c'est presque équivalent, comme ça, dit comme ça. Sauf, ça dépend du cas dans lequel on se situe. Quand vous choisissez la place dans votre jardin pour mettre la chaiselongue soit au soleil, soit à l'ombre, eh bien, vous allez vous dire, le soleil, il va tourner de là à là, donc il faut que je mette ma chaiselongue à cet endroit-là. Jamais vous vous dites, la Terre va tourner comme ça, donc il faut que je mette ma chaiselongue à tel ou tel endroit. Vous dites, le soleil, il va tourner. Un enfant, il va dire, le soleil tourne, d'est en ouest, etc. Et donc, si on reste dans ce cadre-là, de la chaiselongue, du jardin, dire que c'est le soleil qui tourne, c'est une hypothèse qui est tout à fait valide, finalement, parce qu'elle elle m'est utile, elle est utile pour ce que je veux faire. C'est pas la peine d'aller chercher beaucoup plus loin, finalement. Donc on peut penser que c'est une forme de vérité, dans un certain cadre. Maintenant, si on prend un peu de distance, notamment par rapport à la Terre, si on va dans l'espace, par exemple, pour voir les choses comme ça un peu caricaturales, eh bien on va se rendre compte que si on considère que c'est le Soleil qui tourne autour de la Terre, ça ne va pas coller avec ce qu'on observe. Donc le modèle, cette hypothèse-là, dans ce cadre-là, n'est plus valide. Si je me balade dans l'espace, je ne peux pas considérer que c'est le Soleil qui tourne autour de la Terre. Donc il faut trouver une autre hypothèse, évidemment. Alors ces deux hypothèses, c'est géocentrisme et héliocentrisme. Géocentrisme, c'est les systèmes d'astres qui tournent autour de la Terre, et héliocentrisme, c'est la Terre et les autres astres qui tournent autour du Soleil. Alors, quelques siècles avant Jésus-Christ, au 3e, 4e siècle, ces deux hypothèses, elles étaient déjà présentes, en fait. Il y avait Platon, Aristote et d'autres
qui prônait donc, qui retenait l'hypothèse qu'en fait la Terre était le centre de l'univers. Hein, c'est donc le géocentrisme. Mais en même temps, Aristarque de Samos et d'autres pensaient que la Terre tournait autour du Soleil. Alors ça, c'est assez étonnant, parce que par la suite, les 17 siècles qui vont suivre, eh bien, ça va être la première hypothèse qui va être retenue, celle de Platon notamment, enfin, c'est le système géocentrique qui va être, cette hypothèse-là qui va être retenue. Alors pourquoi est-ce que c'est l'hypothèse qui est retenue? Eh bien, c'est que elle correspond, cette hypothèse, aux observations qu'on peut faire. Enfin, qu'on pouvait faire pendant cette période-là, quand on voyait les astres tourner et tout, eh bien, on pouvait calculer, y compris prévoir. Hein, il y a des tables astronomiques qui permettaient de prévoir le mouvement des planètes sur la base de l'hypothèse que la Terre était centre de l'univers. Donc, on disait à l'époque que ce système géocentrique sauvait les apparences, c'est-à-dire qu'il correspondait à ce qu'on pouvait observer. Il y a eu aussi un poids, c'est-à-dire que cette hypothèse-là aussi correspondait bien à certaines idéologies, notamment religieuses, hein, notamment au Moyen-Âge, par exemple. Hein, par exemple, Giordano Bruno, il a laissé sa vie, hein, en quelque sorte, en 1600, et était considéré comme hérétique quand il remettait en cause ce système géocentrique. Donc là, on voit dans cet exemple-là du géocentrisme et de l'héliocentrisme, que en fait, la science, hein, bien n'est pas indépendante de la société, avec tous ses ressorts économiques, politiques, religieux, etc. Donc la science ne se développe pas de façon linéaire. On voit bien que les deux hypothèses préexistaient, et puis après il y en a une qui a été retenue pour des considérations d'abord d'observation scientifique, mais pas seulement. Hein, seulement sous la pression d'idéologies religieuses, par exemple. Alors, je dis ça parce qu'aujourd'hui, le pendule de Foucault, pour moi, a un intérêt, c'est que dans la période dans laquelle on vit, les obscurantismes ont l'impression que ça se développe un peu, hein, et que parfois, il faut peut-être remettre un peu les choses à leur place aussi. Alors, l'hypothèse géocentrique, donc, s'appuyait pendant tout ce temps, pendant quasiment 17 siècles, sur ce qu'on appelle le système de Ptolémée, c'est ce qu'on a retenu, hein, où la Terre est ici au centre, et puis les astres, la Lune, Mercure, Vénus, le Soleil, etc., Mars, etc., tournaient autour de ce système-là. Alors il y avait quand même, il y a eu des observations, hein, pendant le Moyen-Âge quand même, il y avait des choses qui ne collaient pas très bien avec les sphères, hein, qu'on considérait que les astres se déplaçaient sur des sphères autour de la Terre. Il y avait quand même des choses qui ne collaient pas bien, parce qu'il y avait des astres qui revenaient en arrière, enfin qui progressaient dans un sens, puis qui revenaient en arrière, on ne comprenait pas bien. Alors on a imaginé des systèmes avec des cercles, ou des sphères, hein, ou des cercles, des mouvements épicycloïdaux qu'on appelle des cercles qui roulaient dans d'autres cercles pour expliquer ces mouvements-là. Hein. Donc on arrivait à bâtir des théories en fait pour représenter ce qu'on observait. Alors on arrive à la Renaissance, hein, donc vers 1500. Hein. Vers 1500, donc il y a eu les développements de nouvelles technologies, hein, des lunettes. Hein, on pense à la lunette de Galilée par exemple, des nouveaux outils qui ont permis d'observer beaucoup plus finement, de faire des mesures beaucoup plus précises, et du coup de constater que le système géocentrique ne collait quand même pas bien avec ce qu'on observait avec les nouveaux instruments. Donc ça c'est une première raison. Et une deuxième raison aussi, c'est une période de grand renouvellement, d'agitation intellectuelle, artistique extrêmement foisonnante et productive, hein, donc cette période de la Renaissance. Et donc là, on arrive au système de Copernic. À Copernic, vous voyez, 1473-1543, il a sorti un texte qui, je crois que c'est vers les années 1530. Ça correspond à la période où le Havre a été créé. Ce qui correspond. Enfin, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais enfin, c'est pas seulement un hasard, quoi. C'est dû à cette période d'évolution très importante au niveau économique, politique, artistique et scientifique de l'époque de la Renaissance. Donc Copernic, Kepler qui a fait des mesures assez précises, notamment sur les mouvements des astres, puis Galilée, bien sûr un petit peu plus tard, donc ont repris les vieilles idées donc des Grecs anciens du système héliocentrique. Et là, on a pu, en considérant que cette fois le Soleil était au centre ici et que les astres tournaient autour du Soleil, on a pu mieux rendre compte de la réalité qu'on observait avec les nouveaux instruments
que l'on avait à disposition. Donc, ce système s'est mis en place, je vous dis, pas sans anicroche. Hein. Comme je disais tout à l'heure, il y en a qui ont laissé la vie. Galilée a failli aussi laisser la sienne dans ces affaires-là. Alors, donc voilà pour cette partie générale, héliocentrisme et géocentrisme. Alors, le pendule de Foucault, en fait, alors quand on dit la Terre tourne autour du Soleil, pour Copernic, il y a deux choses. La Terre tourne autour du Soleil, hein, c'est la révolution, mais il y a aussi la Terre qui tourne autour de son axe, si on veut, hein, c'est la rotation. Hein, il y a ces deux mouvements-là. Donc là, après, nous, on va parler surtout de la rotation de la Terre. Mais les deux vont de pair. Alors, on va partir d'un pendule. Un pendule, enfin, on ne peut pas faire plus simple. Hein, tout le monde connaît les pendules de grand-mère. Ce sont les mêmes. Hein, voilà, on ne peut pas faire plus simple. C'est un bout de ficelle ou un câble. Voilà, et puis au bout duquel on accroche une masse. C'est une sphère, là, mais ça pourrait être n'importe quoi. Ça n'a aucune importance. Et puis ça se balance. Bon, voilà, ça se balance. Et puis on constate que ça se balance de façon très régulière. C'est-à-dire qu'on a un phénomène périodique, ici. C'est-à-dire que la boule, ici, fait un aller-retour sur un certain temps. Et ce temps, c'est ce qu'on appelle une période, le temps qu'elle met pour partir de là et revenir à ce point-là, eh bien, elle n'est fonction que de la longueur en première approximation, que de la longueur du fil et de la pesanteur. Voilà, c'est tout. C'est ça qui détermine la période d'oscillation. C'est ce qu'on appelle le pendule simple. Donc ici, quelques toutes petites notions de physique quand même. Ça va être très très léger, mais néanmoins pour la suite. Donc ici, on a un pendule qui est accroché ici et qui oscille autour de ce point-là, dans le plan du tableau ici. Alors, ce qu'on va considérer ici est un mouvement sans résistance, un monde parfait, il n'y a pas de résistance, ça évolue tranquillement. Autrement dit, on est dans le vide, notamment. Hein, on va imaginer qu'on est dans le vide. Alors, le mobile, ici, on va distinguer différentes positions. Une position haute, ici, quand le pendule est en haut, on dit qu'il a une énergie, il a une vitesse nulle. Hein. Quand il arrive en bout de course comme ça, là, il a une vitesse nulle. Mais c'est là où il a sa position la plus élevée. Son altitude est la plus élevée. Donc, à ces deux choses-là, vitesse et position, on va associer des notions d'énergie. Même si vous ne présentez pas bien ce qu'est une énergie, ce n'est pas grave. On va dire que quand il est là, il a une énergie, un truc maximale. Voilà, une énergie potentielle maximale. C'est une énergie potentielle. C'est comme quand vous compressez un ressort, comme ça. Voilà, il a une énergie potentielle. Cette énergie potentielle ne demande qu'à se libérer sous une autre forme. Dès que vous lâchez le ressort, pouf, va partir. Quand vous gonflez un ballon, baudruche, vous avez de l'air comprimé dans le ballon, vous fermez l'orifice, eh bien vous avez de l'énergie potentielle. Dès que vous lâchez, dès que vous ouvrez, il va se passer quelque chose. L'énergie potentielle va se transformer. Donc le pendule, c'est exactement ce qui se passe ici. Quand il est en position haute, il a une énergie potentielle maximale et une vitesse nulle. Et à la vitesse, on va associer une notion d'énergie cinétique. C'est-à-dire une énergie qui est liée à la vitesse. S'il n'y a pas de vitesse, il n'y a pas d'énergie cinétique. Donc vitesse nulle et énergie cinétique nulle ici. Il va descendre. Alors pourquoi est-ce qu'il descend ici? Il descend notamment la force, si vous voulez, qui est derrière, c'est la force de pesanteur. C'est le poids, la boule, en quelque sorte, qui va faire que le pendule va descendre. Il va passer au point mort, pas au point mort, mais au point bas, le plus bas ici. Au point le plus bas, il ne peut pas être plus bas, donc son énergie potentielle est minimale. Il ne peut pas avoir une énergie potentielle plus faible dans ces considérations-là. Et il va avoir une vitesse maximale. C'est quand le pendule arrive en bas, ici, c'est là où il va le plus vite, en bas. Et donc, il a une énergie cinétique maximale. Quand il va remonter grâce à son inertie. Hein, tout mobile qui a une masse, qui possède une masse, eh bien, a une inertie. C'est-à-dire que pour l'arrêter, il ne s'arrête pas tout seul. Hein. Donc, une fois qu'il est en bas, avec une certaine vitesse, eh bien, cette vitesse lui donne une certaine énergie cinétique, et donc, avec l'inertie qu'on va avoir, il va remonter ici, jusqu'au point mort, l'autre point mort ici, où là, il va atteindre encore une altitude maximale, qui sera la même que celle de tout à l'heure. Donc, il va retrouver toute l'énergie potentielle qu'il avait au départ, mais il va perdre de l'énergie cinétique parce que sa vitesse ici est nulle. Donc finalement, c'est quoi un pendule? C'est vachement simple. C'est un système qui transfère de l'énergie
potentielle en énergie cinétique. Et c'est un système de va-et-vient d'énergie potentielle vers énergie cinétique et réciproquement. Et ce transfert se fait avec une loi ici, vu les hypothèses que j'ai prises, hein, pas de résistance au mouvement. L'hypothèse, c'est que cette énergie potentielle et cette énergie cinétique restent constantes au cours du temps. Et restent constantes, ça veut dire que si l'énergie potentielle diminue, eh bien, l'énergie cinétique ne peut qu'augmenter. Voilà. Si l'énergie cinétique augmente, l'énergie potentielle ne peut que diminuer. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'énergie mécanique. J'espère ne pas avoir été pas trop difficile. Alors, c'est dans le monde, tout n'est pas parfait. Et notamment, si je fais osciller le pendule comme ça, pendant un certain temps, vous allez voir qu'à un moment donné, ça va s'arrêter. Petit à petit, ça va s'amortir, le pendule va s'arrêter. Alors pourquoi s'arrête-t-il? Eh bien, la raison essentielle, principale, c'est qu'il y a la résistance dans l'air. L'air qui environne l'objet, eh bien, freine le mouvement du pendule. Et donc, au bout d'un certain temps, il va s'arrêter. Et vous allez voir le pendule de Foucault, tout à l'heure, il faut que le mouvement d'oscillation dure quand même assez longtemps. Alors, un ordre de grandeur, si je prends une sphère comme ça, une vingtaine de kilos, hein, là c'est pas le cas, eh bien on perd la moitié de l'amplitude du mouvement, hein, à peu près en 2 heures, quoi. Donc en 2 heures, pour une sphère, on va perdre la moitié de l'amplitude. Si le mouvement au départ est comme ça, eh bien au bout de 2 heures, il va être comme ça. Et puis 2 heures après, il va encore diminuer, diviser par 2, et puis après, on ne va plus rien voir, quoi. Donc ça, c'est la résistance de l'air. Alors en général, le mobile est une sphère, parce que c'est la sphère qui a les propriétés de moindre résistance dans l'air, et qui garde une symétrie intéressante. Alors, pour un ordre de grandeur, hein, quand vous avez un pendule, on a dit c'est une ficelle avec une masse accrochée au bout. Cette masse, elle a un certain poids. Bon. La force de frottement, la résistance, je vous mets dans les conditions de la bibliothèque, hein, avec notre pendule de la bibliothèque, eh bien la résistance due à l'air, c'est 40 000 fois moins, à peu près, un certain ordre de grandeur, que le poids du pendule. Voilà. Bon, le pendule fera 20 kg, donc le poids sera à peu près 20 kg force, si je parle comme dans le temps. Et là, on aura une force qui sera de 5 millièmes de Newton, donc 5 millièmes de kg force seulement. Non, de 0,05 10 millièmes kg force. Donc c'est très très faible quand même. Hein. Mais ça suffit quand même pour ralentir. Alors ça, c'est des résultats de mesures effectuées l'an dernier à la bibliothèque sur un pendule de 16 mètres de long, hein, mais sur un cylindre et non pas sur une sphère. Alors, si on veut que ça dure longtemps, le mouvement, il va falloir qu'on entretienne le mouvement. Hein. Il va falloir qu'on injecte de l'énergie. Parce que quand je disais tout à l'heure, énergie potentielle plus énergie cinétique égale constante, eh bien, quand on prend en compte la résistance de l'air, eh bien, cette égalité n'est plus vraie. C'est-à-dire que la somme énergie potentielle plus énergie cinétique eh bien, n'est plus constante. Elle va diminuer, cette somme. Et cette diminution va se traduire par une énergie dissipée par les forces de frottement dans l'air. Donc il faut injecter un peu d'énergie. 2 solutions hein, dans le monde pour les pendules de Foucault. Soit, alors on met un aimant à l'intérieur de la boule, et ici on a un système, une bobine électrique, hein, électroaimant, qui va exercer au bon moment une force d'attraction sur la boule. Donc, quand la boule va redescendre ici, par exemple, eh bien l'électroaimant va exercer une force d'attraction très très faible là, pour redonner un peu d'énergie cinétique. Donc là, ce système va redonner un peu d'énergie cinétique qu'on a perdue par frottement. Deuxième solution, c'est soit on injecte de l'énergie sous forme potentielle. C'est-à-dire qu'on va faire varier, faire varier l'altitude, en quelque sorte. Et donc là, on va déplacer le point d'accrochage. Si on déplace le point d'accrochage du pendule, eh bien, on va lui injecter un petit peu d'énergie sous forme potentielle. C'est ce que vous connaissez bien, le tic-tac, là, le machin qu'on fait comme ça. Eh bien, c'est ce principe-là, en fait. Donc, quand on fait ça, on déplace le point d'accrochage ici des 2 boules et on injecte de l'énergie. Puis, si on continue, on injecte de l'énergie, puis le mouvement, il va croître, en fait. Alors, un système comme ça existe depuis fort longtemps. Hein. C'est juste pour la petite histoire, pour rigoler. Hein. C'est le fameux Botafumeiro de Saint-Jacques-de-Compostelle. Vous voyez, ici, il y a un encensoir qui est accroché à une corde. Et puis, il y a une corde ici. En haut, il y a une poulie. Hein. Il y a une poulie.
Et puisque vous voyez, on ne voit pas bien ici, il y a des gens qui tirent, là, il y a 6 personnes là, qui tirent sur la corde, comme ça, régulièrement, pour injecter de l'énergie au système. Et vous voyez que l'encensoir, eh bien, il oscille de plus en plus. Ici. L'encensoir, c'est de l'ordre de 150 kg, hein, ici. Alors ça, c'est un système d'entretien, c'est ce qu'on appelle une excitation paramétrique, hein, en physique. Donc, voilà. Alors, la mise en évidence de la rotation de la Terre. Alors, parce que pour l'instant, je n'ai pas parlé de la rotation de la Terre. Donc, si je raisonne comme ça, si la Terre, admettons, était fixe par rapport à un repère absolu, on va imaginer qu'il existe un repère, comme ça, on ne sait pas d'où il vient, mais on va dire repère galiléen, eh bien, le pendule va toujours osciller dans le même plan. Maintenant, la Terre tourne par rapport à ce repère hypothétique dit galiléen. La Terre tourne. Eh bien, quand je vais observer le mouvement de ce pendule par rapport au repère galiléen, il va toujours rester fixe. On va faire cette hypothèse-là, ce n'est pas tout à fait vrai, mais on va la faire. Ça dépend des conditions initiales de lancer du mouvement. Et maintenant, la Terre tourne. Donc ça veut dire que par rapport à moi, si le pendule reste, si le plan d'oscillation reste fixe par rapport à ce repère fixe galiléen, si la Terre tourne, moi je suis lié à la Terre, bah, je vais voir le plan tourner. Ah, c'est relatif, quoi. Si quelque chose tourne par rapport à moi, je peux dire que moi je tourne par rapport à lui. C'est relatif. Donc ici, le fait que le pendule soit accroché à la Terre, le fait que l'observateur, moi je suis lié à la Terre, eh bien je vais voir que le plan d'oscillation tourne. Alors ça, on le montre bien avec les équations. Bon. Mais ce n'est pas du tout intuitif. C'est pas du tout intuitif, cette affaire-là. Alors, il y a plusieurs façons d'expliquer les choses. Si vous regardez comment expliquer les choses, Léon Foucault, c'était il utilisait beaucoup la géométrie, en fait, pour expliquer les choses. Donc, il utilisait des hypothèses de conservation, de moindre énergie potentielle, etc., pour expliquer cette affaire-là, notamment ce que je vais expliquer après, parce que ça dépend de la latitude, j'en parlerai après. Mais il y a une autre façon de voir les choses quand on met en équation, c'est de faire apparaître les forces de Coriolis. C'est-à-dire quand on décrit le mouvement d'un mobile par rapport à un repère tournant, la Terre, eh bien, on va reprendre les mêmes équations que si on regardait le mouvement par rapport à un repère absolu, mais on va y injecter, on va rajouter une pseudo-force, une force, ou ce qu'on appelle force d'inertie, dite de Coriolis. Donc Coriolis, vous en avez entendu ce mot-là, force de Coriolis. C'est ce qui, par exemple, ce sont les forces de Coriolis qui font que les dépressions, en hémisphère nord, les dépressions tournent, les cyclones tournent dans un certain sens. Et dans l'hémisphère sud, elles tournent dans l'autre sens. C'est les forces de Coriolis, dont je vous parle, qui sont la cause de ceci. Alors, ces forces de Coriolis, dues au mouvement de la Terre, eh bien, induire une force d'inertie qui est de l'ordre de 100 000 fois moins que le poids de l'objet. 100 000 fois moins. Je rappelle, le poids, nous, il sera à peu près une vingtaine de kilos. Donc, cette force de Coriolis, elle est extrêmement ténue, extrêmement faible, très faible. Donc, si on veut la mettre en évidence, cette force de Coriolis, donc si on veut voir la rotation du plan d'oscillation du pendule, eh bien, soit on a un instrument de mesure extrêmement précis, soit on fait durer l'expérience très longtemps. Donc, c'est ça l'idée de Foucault. L'idée géniale de Foucault, c'est d'observer l'oscillation d'un pendule pendant un temps très long. Et au bout d'un certain temps, on espère voir le plan d'oscillation tourner par rapport à soi, donc par rapport à la Terre. Donc c'est ça l'idée de Foucault, tout simplement, extrêmement simple, et qui a pu rendre sensible, à l'époque ils utilisaient ce terme-là, qui permettait cette expérience de rendre sensible donc à la perception, la rotation de la Terre. Expérience qui a eu lieu en 1851 au Panthéon, qui a eu un succès foudroyant. En quelques mois, il y a eu des pendules qui se sont montées partout dans le monde. À l'époque, les relations entre les scientifiques étaient vraiment assez rapides, contrairement à ce qu'on peut penser. Donc il y a un pendule qui a été monté au Brésil très vite,
je sais pas, 2-3 mois après, en Angleterre, etc. Tout le monde s'est mis à mettre des pendules. Et quand on regarde les comptes rendus à l'Académie des sciences, c'est très intéressant, c'est que dans la période qui a suivi, les quelques années qui ont suivi cette expérience-là, il y a eu de multiples articles sur le pendule de Foucault. Donc c'est une expérience qui a fait quand même grand bruit à l'époque. Alors, à l'époque, ici, ça c'est une gravure d'un journal de l'époque. Ici, c'est le pendule, donc 67 mètres de long. Et la rotation du plan d'oscillation, ici, était rendue visible par une pointe qui était fixée sur la boule. Et ici, un petit tas de sable. Et au fur et à mesure que le plan d'oscillation progressait, eh bien, la petite pointe érodait le petit tas de sable. Et comme ça, on pouvait voir l'effet, la rotation du plan d'oscillation. Alors, donc, voilà, la rotation de la Terre a pour effet de faire tourner le plan d'oscillation du pendule par rapport à l'observateur lié à la Terre. Donc, ça va osciller dans ce plan-là, et puis après, ça va osciller dans ce plan-là, et puis après, ça va osciller dans ce plan-là. Et ce plan d'oscillation va tourner à peu près 1 degré tous les 5 minutes, hein, soit à peu près entre 11 et 12 degrés par heure. Et le plan d'oscillation, au Havre, va faire un tour en 32 heures et quelques. Si je faisais l'expérience au pôle Nord ou au pôle Sud, eh bien, le plan d'oscillation tournerait d'un tour en 24 heures. Et donc là, on voit bien cette notion de repère absolu, si on est au pôle Nord. Le pendule oscille toujours de la même façon par rapport à ce repère absolu, et la Terre, imaginez que vous êtes au pôle Nord, et la Terre tourne. Voilà. Le fait que la Terre tourne, ça n'a pas d'effet sur le pendule. Hein. Par contre, moi, lié à la Terre, moi, je vais voir le plan d'oscillation tourner. Voilà. Donc, au pôle Nord, ça va faire un tour en 24 heures. À l'équateur, ça va faire 0 tour en 24 heures. C'est-à-dire que la période de rotation du plan d'oscillation est infinie. Donc, le plan d'oscillation va rester fixe à l'équateur. Et on sait bien que, par exemple, si on parle de cyclone dans l'hémisphère nord et l'hémisphère sud, il tourne en sens inverse. Et donc, il y a bien un moment où on passe d'une symétrie à l'autre, hein, il y a une rupture de symétrie quelque part, au niveau de l'équateur, il y a quelque chose qui se passe. Donc à l'équateur, voilà, il ne se passe rien, c'est-à-dire que le plan d'oscillation ne tourne pas. Donc entre les deux, entre l'équateur et le pôle Nord, entre 0 et 1 tour en 24 heures, eh bien, ça tourne à des vitesses variables. Hein. Et au Havre, par exemple, à une latitude de 49 degrés et quelques, eh bien, ça fait un tour en 32 heures. Et voilà, alors donc l'expérience ce qui a beaucoup perturbé à l'époque, l'expérience de Foucault à l'époque, c'est tout le monde, à l'époque on savait que la Terre tournait, hein, c'était à lui, il n'y avait aucun problème, on savait écrire les équations, bon, etc. Mais quand même il y avait pas mal de gens qui se disaient mais pourquoi ça ne tourne pas, pourquoi le plan d'oscillation ne fait pas un tour en 24 heures? Si c'est dû à la rotation de la Terre, la tour fait un tour en 24 heures, donc le plan d'oscillation va tourner, va faire un tour en 24 heures. Et en fait, non, ça dépend de la latitude. C'était assez difficile à expliquer du point de vue de la géométrie. Foucault, c'était un mec génial, un expérimentateur hors pair, mais qui était géomètre. Il triturait pas trop les équations. Hein. Et donc, c'était pas simple d'expliquer avec les mains pourquoi ça ne faisait que c'était dépendant de la latitude à l'époque. Hein. C'était pas vraiment simple quand on voulait l'expliquer, disons, avec les mains. Voilà. Avec les équations, c'est beaucoup plus simple. Donc voilà, oui, je suis dans les temps. Donc voilà une petite présentation du pendule. Donc je vous donne rendez-vous au mois d'octobre. Ce pendule va être installé, l'objectif c'est le 2 octobre, hein, lundi 2 octobre, il devrait marcher dans la bibliothèque. Bien sûr, vous êtes invité à venir à le voir. De toute façon, même quand il sera installé de façon pérenne, il sera toujours accessible. Et on va en faire aussi un événement tourné vers l'extérieur, hein, c'est-à-dire que il y aura une exposition autour du pendule, hein, une exposition qui va remettre en situation l'histoire notamment de ce pendule, quoi, une mise en situation historique qui sera donc prise en charge par un historien des sciences. Donc il y aura une exposition autour du pendule pendant les 2 mois de la phase événementielle. Et puis après, de façon pérenne, sera toujours visible, hein, ce pendule, il aura à peu près les mêmes caractéristiques. Voilà. Merci Jérôme.